Salutations et bienvenue pour cette exploration de nouvelles sources sur le sommeil. Aujourd'hui, on se penche sur des extraits d'un guide, celui de Marion Delval, qui est spécialiste des troubles du sommeil chez l'adulte. L'objectif, c'est d'en tirer des clés, des astuces pratiques pour retrouver de meilleures nuits. Alors, petit détail, les sources s'adressent au départ plutôt aux femmes, mais franchement, les principes sont valables pour tout le monde. Ça concerne tous ceux qui ont du mal à s'endormir ou qui se réveillent la nuit ou trop tôt le matin. Et quand ça arrive souvent, au moins 3 fois par semaine, depuis 3 mois, et que ça a des impacts le jour, la fatigue, on est plus irritable, du mal à se concentrer, enfin, on voit bien de quoi on parle. Tout à fait. Et l'idée de fond de ce guide, elle est assez intéressante, je trouve. C'est que le sommeil, ce n'est pas une fatalité, quelque chose qu'on subit, c'est un processus physiologique. Et donc, si on comprend comment ça marche, naturellement, eh bien, on peut agir pour rétablir un équilibre. C'est ce qu'on va essayer de faire là en regardant 7 plaies proposées dans ce guide. D'accord, une approche assez déculpabilisante en somme. Bon, allons-y. Et on commence par une clé un peu surprenante. Pour bien dormir la nuit, il faudrait commencer par soigner son matin. Oui, c'est assez contre-intuitif. On pense plutôt au soir, logiquement, pour préparer son sommeil. Pourquoi le guide insiste tant sur ce moment du lever? C'est si crucial que ça. Oui, parce que c'est vraiment le moment clé pour, synchroniser notre horloge biologique interne, ce fameux rythme circadien qui tourne sur 24 heures environ. Et le guide pointe 3 éléments essentiels pour ça le matin. La lumière naturelle, le mouvement et la régularité. La lumière du jour, surtout celle du matin, et si possible, sans lunettes de soleil. C'est le synchroniseur le plus puissant qu'on ait. Elle va booster la production de sérotonine, l'hormone du bien-être, on dit souvent, qui, elle, va se transformer le soir en mélatonine, l'hormone qui facilite l'endormissement, quand il fera noir. Ah d'accord. Donc prendre la lumière le matin, ça prépare déjà le terrain hormonal pour le soir. C'est logique, vu comme ça. Et le mouvement, alors, quel rôle il joue là-dedans? Le mouvement, même si c'est léger, c'est comme un signal pour tout le corps qui dit « Ok, la pause est finie, la journée démarre ». Ça aide à bien marquer le début de la phase d'éveil. Et puis, il y a la régularité de l'heure du lever. Ça, c'est comme une encre pour l'horloge interne. Se lever tous les jours à la même heure, même après une mauvaise nuit, ça stabilise le rythme. C'est fondamental. Oui, ce point sur la régularité, surtout le week-end, j'imagine que c'est un vrai défi pour beaucoup. Le guide, il est strict là-dessus ou il y a une marge? Le guide insiste pas mal, oui, sur cette régularité, même le week-end. Il explique que les grasses matinées, bon, ça fait plaisir sur le coup, mais ça décale notre horloge. C'est un peu comme s'infliger un mini jet lag chaque semaine. Du coup, l'endormissement le dimanche soir peut être plus compliqué et ça perturbe le début de semaine. Donc, la recommandation, c'est vraiment de limiter l'écart entre semaine et week-end, quitte à faire une petite sieste plus tard si on est fatigué. D'accord, c'est noté. Et concrètement alors, le matin, qu'est-ce qu'on peut faire? Quelles habitudes sont suggérées? L'idéal, c'est de s'exposer à la lumière naturelle. Prendre son café près de la fenêtre, sortir 5 minutes sur le balcon, faire quelques pas dehors. Si la lumière manque, en hiver par exemple, on parle de luminothérapie. Il y a des lampes spéciales pour ça. Pour le mouvement, quelques étirements, marcher un peu chez soi. Et puis, choisir son heure de lever et s'y tenir autant que possible. Et le petit déjeuner, il a un rôle aussi au-delà de donner de l'énergie. Oui, c'est présenté comme un autre synchroniseur important. Manger, ça dit au système digestif, qui a lui aussi son rythme, que la journée active commence. Même en petits trucs légers, quelques noix, un fruit, ça participe. Le guide suggère même un petit déjeuner plutôt protéiné et salé pour bien lancer l'énergie de la journée. Très clair pour ce démarrage matinal. Deuxième clé, on change un peu de sujet, la pression de sommeil. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, si l'horloge bio gère le quand on dort, la pression de sommeil, elle, gère plutôt le combien on a besoin de dormir, l'intensité de ce besoin. C'est le résultat de l'accumulation d'une substance dans le cerveau, l'adénosine, tout au long de la période où on est éveillé. Plus on reste éveillé longtemps, plus le niveau d'adénosine monte et plus cette pression devient forte. D'accord. Et cette pression qui monte, ça fait quoi concrètement sur notre sommeil alors? Le soir, quand la pression est bien haute, eh bien ça rend l'endormissement beaucoup plus facile, presque irrésistible. Mais ça ne s'arrête pas là. La force de cette pression, ça influence directement la quantité de sommeil lent profond qu'on va avoir. Et ça, c'est le sommeil le plus réparateur physiquement et mentalement. Donc une bonne pression de sommeil, c'est le gage d'un sommeil plus profond, de meilleure qualité. Je comprends. Donc j'imagine que certaines habitudes peuvent jouer sur cette pression J. Le guide donne des exemples?
Exactement. L'activité physique dans la journée, par exemple, c'est un excellent moyen d'augmenter cette pression pour le soir venu. À l'inverse, les siestes trop longues, on parle de plus de 20-30 minutes, ou trop tardives, et les fameuses grasses matinées, ça réduit la pression qui s'est accumulée. Et le risque, si la pression est trop faible le soir, c'est que même si notre horloge nous dit «c'est l'heure» via la mélatonine, on a du mal à s'endormir, ou alors le sommeil est plus léger, plus fragmenté. Ce qui renforce encore l'idée que tout se joue aussi pendant la journée. Le conseil principal ici, ce serait donc d'écouter son corps, attendre les signes. Vouloir se coucher trop tôt quand la pression n'est pas encore là, c'est souvent contre-productif. Ça peut créer de la frustration, de l'énervement, et ça renforce l'association lit égale anxiété, quoi. Justement, pour bien capter ces signaux et préparer le terrain, la troisième clé parle des rituels du soir. Pas un bouton on-off, mais plutôt une transition en douceur. Précisément. Il s'agit de se créer consciemment un sas de décompression entre l'agitation de la journée et le calme dont on a besoin pour dormir. Ces rituels, ça aide le corps et l'esprit à ralentir, à se détendre, et ça favorise la sécrétion de mélatonine et ça prépare un endormissement plus serein. Et quels types de rituels sont mis en avant? J'imagine qu'on oublie les écrans. Ah oui, ça c'est la base. Les éviter est crucial. Les suggestions sont assez variées. Lire quelque chose de calme, pas un thriller haletant, faire des exercices de respiration lente, un petit scan corporel pour relâcher les tensions, une méditation guidée, des étirements tout doux, écouter de la musique relaxante, se faire un petit automassage des pieds, des mains. Ou même des activités manuelles calmes, tricot, coloriage, un puzzle simple. Le plus important, c'est que ce soit vraiment relaxant pour soi. Et un point essentiel qui est souligné, ces activités, il faut les faire en dehors de la chambre à coucher. Ah oui, pour garder l'association chambre égale dodo. Important ça. Et à l'inverse, qu'est-ce qu'il faut absolument éviter pendant ce sas? Tout ce qui stimule ou qui stresse. Regarder ses emails du boulot, traîner sur les réseaux sociaux, avoir des discussions animées ou conflictuelles, planifier sa journée du lendemain dans les moindres détails et, bien sûr, ruminer ses soucis. Le guide donne quelques règles d'or pour ces rituels. Être souple, pas se forcer si un rituel ne nous plaît plus, varier les plaisirs pour pas que ça devienne une corvée, et la simplicité. Souvent, 10-20 minutes, ça suffit. Une fois qu'on est préparé mentalement et physiquement, le lieu où on dort a son importance. La quatrième clé, c'est donc l'environnement de la chambre. Quels sont les points essentiels selon le guide? Il y a 4 piliers, on pourrait dire. Le premier, c'est l'obscurité. La plus totale possible. Parce que la lumière, même faible, ça bloque la mélatonine. Deuxième pilier, le calme. Limiter les bruits au maximum. Utiliser des bouchons d'oreille si besoin. Troisièmement, une température plutôt fraîche. L'idéal, c'est entre 18 et 20 degrés. Le corps a besoin de baisser un peu sa température pour bien dormir. Obscurité, calme, fraîcheur. Logique. Et le quatrième pilier? Le quatrième, il est plus psychologique, mais tout aussi important. Faire de la chambre un espace dédié quasi uniquement au sommeil et à l'intimité. Donc ça veut dire pas de bureau dans la chambre, pas d'ordinateur visible ou allumé, pas d'appareil de sport qui traîne, pas de pile de linge à plier. L'idée, c'est vraiment de conditionner notre cerveau à associer cet endroit au repos et à la détente, pas aux tâches ou aux soucis. Un environnement épuré, ça aide aussi à apaiser l'esprit. On bascule maintenant vers le mental avec la cinquième clé, repenser sa relation au sommeil, l'anxiété qui peut l'entourer. Le guide dit que vouloir contrôler son sommeil, c'est un peu un piège. Oui, c'est un point vraiment central et assez contre-intuitif. Les extraits expliquent bien comment cette obsession de la performance appliquée au sommeil, il faut absolument que je dorme 8 heures, si je dors mal, demain c'est foutu, ça génère une pression, une anxiété, qui en fait empêche le sommeil de venir. Cette espèce de lutte pour le contrôle, c'est l'ennemi numéro 1 d'un sommeil paisible. L'idée ici, c'est que cette anxiété de performance, on ne la combat pas en faisant plus d'efforts, mais plutôt en désamorçant le pouvoir de ces pensées anxieuses. D'accord. Et pour aider à faire ça, le guide propose un outil concret, les colonnes de Beck. Ça marche comment en bref? C'est une technique qui vient des thérapies cognitives et comportementales. C'est un exercice d'écriture en fait, assez structuré, pour analyser et puis modifier ses pensées négatives automatiques. En gros, on fait plusieurs colonnes sur une feuille. 1. La situation. Par exemple, je vais me coucher. 2. La pensée automatique qui vient. Genre, je sens que je vais encore tourner pendant des heures. 3. L'émotion ressentie et son intensité. Par exemple, anxiété 9-10, colère 6-10. 4. La pensée alternative, plus réaliste. Là, on cherche des preuves contre la première pensée. On nuance. Par exemple,
Même si je m'endors tard, j'arrive quand même à faire ma journée. J'ai déjà eu des nuits courtes et j'ai survécu. 5. Le résultat. La nouvelle émotion. Par exemple, anxiété 5-10, un peu plus calme. Le but, c'est pas de se mentir, mais de prendre du recul, de questionner ses pensées un peu catastrophistes et de les remplacer par des choses plus équilibrées, plus apaisantes. C'est une sorte de dialogue intérieur guidé pour essayer de sortir de ces spirales d'anxiété. Le guide en profite aussi pour tordre le cou à certaines idées reçues sur le sommeil. Oui, tout à fait. Plusieurs mythes assez courants sont démontés. Le fameux « il faut dormir 8 heures », ben non, c'est une moyenne, pas une règle absolue. Les besoins varient beaucoup d'une personne à l'autre. Autre mythe, les heures avant minuit qui compteraient double. En fait, ce qui compte surtout, c'est la qualité du sommeil en début de nuit, peu importe l'heure à laquelle on se couche, car c'est là qu'on a le plus de sommeil lent profond, le plus réparateur. Et enfin, l'idée du train du sommeil qu'il ne faudrait pas rater. Chez l'adulte, c'est plus nuancé. Les cycles de sommeil démarrent dès qu'on s'endort. Il n'y a pas un seul créneau critique à attraper absolument. C'est toujours bon de déconstruire ces mythes. On revient à des stratégies pour la journée avec la 6e clé, accueillir ses émotions le jour pour éviter qu'elles ne ressurgissent la nuit. C'est exactement ça l'idée. Les soucis, les émotions qu'on n'a pas pu exprimer ou gérer pendant la journée, ils ont tendance à revenir en force pile au moment où on cherche le calme, le soir, dans son lit. Pour éviter ça, le guide propose un outil principal, le Worry Time. On pourrait traduire ça par le moment dédié aux soucis ou quart d'heure des tracas. Un moment pour les soucis. Intéressant. Ça se passe comment en pratique? L'idée, c'est de se réserver volontairement un moment dans sa journée, 15-20 minutes, pas plus. Et surtout, pas juste avant d'aller dormir, mais au moins 2 heures avant. On se pose avec un carnet, un stylo, et là on écrit, sans filtre, sans censure, tout ce qui nous tracasse. Les pensées anxieuses, les trucs à faire, les ruminations. L'objectif, c'est pas forcément de trouver des solutions tout de suite, mais de vider son sac mental sur le papier. C'est comme donner un espace et un temps défini à ses pensées pour qu'elles n'envahissent pas le moment du coucher. Une fois le temps écoulé, on ferme le carnet, symboliquement, et si une inquiétude revient plus tard, on peut se dire « Ok, je la note, mais je m'en occupe demain, pendant mon worry time ». C'est une stratégie pour contenir les ruminations en quelque sorte. Et est-ce qu'il y a d'autres pistes pour cette gestion des émotions en journée? Oui, il y a d'autres approches qui sont mentionnées comme complémentaires. Par exemple, la pratique de la pleine conscience, avec des exercices comme la météo intérieure. Juste observer ses pensées, ses émotions, sans juger, comme on regarderait les nuages passer. Le guide suggère aussi de faire des petits check-ins émotionnels régulièrement dans la journée. Tiens, comment je me sens, là maintenant? Et encore une fois, le mouvement doux revient. La marche, le yoga, les étirements. C'est un bon moyen de libérer les tensions physiques liées aux émotions. On termine avec la 7e et dernière clé qui vise plus spécifiquement à apaiser le système nerveux, surtout quand le stress se manifeste de manière très physique. Oui, c'est ça. Pour certaines personnes, le stress chronique, ça se traduit moins par des pensées qui tournent en boucle que par une sorte d'hyperactivation physique. On sent des tensions musculaires partout, on est agité intérieurement, la respiration est courte, le cœur s'emballe vite. Pour ces profils-là, agir directement sur le système nerveux pendant la journée, c'est essentiel pour faire baisser ce niveau d'alerte général. Et quelle approche est mise en avant dans le guide pour cet apaisement? La technique phare, c'est la cohérence cardiaque. Et il y a une méthode simple pour s'en souvenir. Le 365. Ça veut dire pratiquer 3 fois par jour une respiration rythmée à 6 cycles par minute. En gros, 5 secondes d'inspiration, 5 secondes d'expiration, et faire ça pendant 5 minutes à chaque fois. Il y a plein d'applis gratuites, comme Respirelax Plus, ou des vidéos qui peuvent guider pour tenir ce rythme. Quand on pratique ça régulièrement, cette respiration contrôlée a un effet direct sur la régulation du système nerveux. Ça aide à retrouver un état de calme, à être plus résilient face au stress. La respiration comme outil direct sur notre physiologie. Et l'activité physique, elle a encore son mot à dire ici? Ah oui, indispensable. Son rôle est double ici. D'une part, comme on l'a vu, ça augmente la pression de sommeil, ce qui est bon pour la nuit. Et d'autre part, c'est un des meilleurs moyens pour évacuer les tensions et les hormones du stress, comme le cortisol, qui s'accumulent dans le corps. Le guide rappelle juste l'importance de choisir quelque chose qui nous plaît pour pouvoir être régulier. C'est ça qui paie sur le long terme. Bon, si on essaye de résumer un peu ces 7 clés du guide de Marion Delval, le message principal, c'est que bien dormir, finalement, c'est pas juste un truc qu'on fait le soir avant de se coucher. C'est une approche globale qui commence dès le matin et qui implique des ajustements tout au long de la journée. C'est celui de la bienveillance envers soi-même et de la patience. Il n'est pas question de vouloir tout appliquer parfaitement tout de suite.
Le guide encourage plutôt à choisir une ou deux clés qui nous parlent le plus, à commencer doucement, à les mettre en place régulièrement et juste observer ce qui se passe, sans se juger. Chaque petit pas réussi, ça aide à reprendre confiance dans la capacité naturelle de notre corps à dormir. La régularité et la douceur semblent plus importantes que la quantité au début. Merci beaucoup pour cette exploration très éclairante de ces stratégies. Oui, ces 7 clés donnent vraiment une base solide. Mais les extraits suggèrent aussi, en conclusion, qu'une étape d'après, pour vraiment maîtriser son sommeil durablement, ce serait de mieux comprendre son propre fonctionnement. Quelle est ma durée de sommeil idéale? Est-ce que je suis plutôt du matin ou du soir, ce qu'on appelle le chronotype? Quel est mon rythme à moi? Et ça ouvre une réflexion intéressante. Une fois qu'on a mis en place ces bases générales, comment on fait pour affiner l'approche, pour vraiment personnaliser ces stratégies et les adapter à notre rythme unique? C'est une question à creuser. Une excellente question pour continuer la réflexion. Merci encore et à bientôt.